Tout le monde est connecté. Bon, bonjour tout le monde. Il est midi et un. On va être patient un petit peu. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est le deuxième webinaire du pré-CRISA et de l'axe individu, société et bien-être. Mais ça, donc, on va patienter encore 3-4 minutes juste pour que tout le monde ait la chance de se connecter. Bon, bien, on va commencer. Donc, je vais vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui brièvement. Donc, c'est Vincent Harel-Bundock, qui est professeur au département de sciences politiques. Vincent a travaillé sur plusieurs librairies ou packages R et aussi Python. Et puis, il a écrit un livre statistique en français. Là, il travaille sur un livre pour mettre en valeur son nouveau package, Marginal Effects. Puis, donc, c'est un expert en méthodologie et en statistique. Donc, sur ce, Vincent, je te laisse commencer. All right. Salut tout le monde. Je vois quelques noms familiers dans la liste des participants. Super cool. Merci d'être ici. Merci aux autres aussi que je ne connais pas. Je suis content de vous rencontrer. Merci à Eric et à Félix d'avoir organisé tout ça. C'est vraiment le fun de voir qu'il y a des gens dans le coin qui s'intéressent aux mêmes choses que moi. Et donc, c'est vraiment le fun d'être ici. Alors, je vais faire un partage d'écran. Là, on est un groupe assez petit. Donc, je veux juste, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à m'interrompre. Quand je suis à full screen comme ça, avec le partage, c'est parfois difficile de vous voir. Je vais essayer de regarder quand même le chat, mais n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez besoin d'un éclaircissement ou de quoi que ce soit d'autre. Nous allons parler aujourd'hui de l'interprétation des statistiques avec R et Python, et c'est vraiment une intro à Marginal Effects, qui est une librairie que j'ai codée avec des collègues, des participants d'un peu partout dans le monde. Et cette librairie, je crois qu'elle est intéressante et utile. En fait, je suis pas mal convaincu et je vais essayer de vous en convaincre aujourd'hui. C'est mon objectif. Donc, la présentation est construite sous la forme de, ben oui, présentation, mais aussi atelier. Donc, je vais vous demander d'exécuter du code. Et donc, si vous pouvez télécharger dès maintenant ces trucs. Donc, la présentation, si vous voulez la voir, vous pouvez la consulter à rlbondoc.com/precrisa.html. Pour le code dont vous aurez besoin pour les ateliers, c'est precrisa.r, encore de mon site web. Puis finalement, les données que je vais vous demander d'utiliser, c'est rlbundog.com, hiv.csv. Donc, vous avez toutes les informations nécessaires pour exécuter le code, pour participer à l'atelier. Il va y avoir 3 points durant la présentation où je vais prendre une pause puis je vais vous demander d'exécuter quelques lignes de code. Ça va être très facile. Il ne faut pas vous inquiéter. Je vais vous accompagner. Mais ça va être le fun. Ça va mettre les choses un peu plus en pratique. Alors, qui suis-je? Eric l'a dit déjà, je suis prof de sciences politiques à l'UDM. Je suis aussi un des éditeurs du Art Journal. Le Art Journal, la revue avec comité de lecture officiel du Art Foundation, qui est l'organisation qui est en charge du langage, de prendre les décisions. Et donc, je joue ce rôle pour réviser les soumissions des gens, souvent des packages que les gens soumettent avec un article accompagnateur. Je développe beaucoup de librairies depuis maintenant pas mal d'années, 15 ans que je fais ça. Marginal Effect, c'est peut-être, en tout cas selon moi, la plus importante. Il y a aussi Model Summary, Tiny Table, Country Code et plusieurs autres.
Et ça, c'est une photo peu flatteuse de moi avec un orignal. Alors, je vais juste faire un petit pitch pour deux librairies avant de me lancer dans Marginal Effects, mais c'est des trucs que j'ai développés récemment et dont je suis assez content. Tiny Table, c'est une librairie qui peut construire plein de tableaux super jolis avec vos données, avec vos data frames. Vous pouvez faire des tableaux en LaTeX, en Word, en HTML, en Typest, qui est un nouveau format. Donc, c'est vraiment très flexible et super facile d'utilisation. La deuxième librairie que je veux mentionner, elle s'appelle Model Summary. Et Model Summary, c'est très lié à Tiny Table qui fait des tableaux, mais ici, c'est des tableaux pour résumer des statistiques descriptives ou des régressions. Et donc, Model Summary, c'est utile. Modelsummary.com, allez jeter un œil là-dessus. Alors, je l'écris dans le chat, modelsummary.com. Voilà. Alors, jetez un œil. Aujourd'hui, ce dont je vais parler, ce n'est pas Tiny Table, ce n'est pas Model Summary, c'est plutôt Marginal Effects. Et Marginal Effects, aussi associé à un site web. J'ai payé un gros 12 pour réserver le nom de site web, marginaleffects.com. Sur ce site, vous allez trouver plein de trucs. Et en particulier, vous allez trouver un livre que je suis en train d'écrire, qui est peut-être aux 2 tiers, mais tous les chapitres du livre et je dirais une 15-20 autres études de cas sont disponibles gratuitement sur le site marginaleffects.com, vont toujours être disponibles gratuitement, même lorsque le livre sera publié. Donc, à long terme, ça va rester là. C'est la meilleure source si vous voulez interpréter vos modèles statistiques avec ce package. Je pense qu'il y a vraiment plein de bons trucs là-dedans. Je noterai aussi en bas sur le screenshot, on voit le nombre de downloads. Donc, c'est pas pour faire un gros plat avec ça, mais c'est quand même une librairie qui a déjà été téléchargée des centaines de milliers de fois. Et donc, c'est quand même relativement bien établi, bien testé. Ce que je vous montre aujourd'hui, ce n'est pas des trucs exotiques. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ça, qui citent cette librairie dans leurs travaux. Et donc, j'espère que vous pouvez avoir un peu confiance quand même dans ce que je vous montre. Là, ce n'est pas un nouveau projet, ce n'est pas un projet alpha. C'est un projet qui est quand même bien établi. Et puis finalement, la dernière chose à noter dans ce screenshot, c'est que la librairie, elle est sous licence GPL, qui est une licence libre accès. Donc, elle va toujours rester gratuite. Voilà. Alors, pourquoi je vous parle de Marginal Effects? Ben, en fait, c'est pour régler 3 problèmes principaux. Le premier problème, c'est un problème de terminologie. Donc, je me suis rendu compte en développant la librairie puis en lisant un petit peu dans le champ que, en fait, les disciplines utilisent les mêmes mots pour dire des choses complètement contradictoires, qu'il y a d'énormes incohérences dans le champ des statistiques sur la terminologie employée et que ça pose beaucoup de problèmes. Donc, juste 2 petits exemples. Le mot fixed effects et random effects veulent dire des choses complètement différentes en économie ou en sociologie. OK? Le mot marginal effect lui-même, l'expression marginal effect, veut parfois dire des choses complètement opposées. Dans certains contextes, ça voudra dire une dérivée ou une pente. Dans d'autres contextes, ça voudra dire marginal, ça voudrait dire prendre la moyenne de quelque chose. Et donc, vraiment sur le plan mathématique, ça veut dire vraiment une chose opposée. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails de cette terminologie, mais je veux juste dire d'abord que si vous avez une idée de ce que ça veut dire marginal effects, ben, peut-être qu'il faut la laisser de côté parce que ça dépend de la discipline dans laquelle vous êtes. Deuxième chose que je veux tenter de régler avec la présentation, mais surtout avec le livre et le package, c'est que le logiciel R peut être parfois assez incohérent. Donc, il y a plusieurs librairies qui utilisent des syntaxes différentes. Il faut toujours regarder le manuel de chacune des librairies pour voir comment ça se comporte. Les modèles qu'on estime avec R, ben, eux aussi sont différents. Donc, ils produisent des espèces d'objets où il y a, disons, les coefficients qui sont emmagasinés dans cet objet, mais ils sont emmagasinés avec un nom différent. Et donc, il va falloir traiter tous ces objets, tous ces modèles de façon différente. Et ça complique notre workflow, ça complique notre utilisation. Finalement, et ça, c'est ce dont je vais parler le plus aujourd'hui, c'est que les statistiques, en général, c'est dur. C'est vraiment difficile de faire ça. Et donc, ce que je veux offrir ici, c'est une tentative de faciliter l'interprétation des modèles statistiques pour que, ben, non seulement on soit tous capables de parler un langage un peu similaire, qu'on soit capable d'estimer nos quantités d'intérêt de façon plus facile, mais aussi qu'on soit capable de communiquer nos résultats de façon efficace, de façon à avoir un impact
sur nos collègues qui lisent nos trucs ou sur peut-être les parties prenantes si on est dans un contexte pour la prévention des crises, par exemple, hein, avec le réseau pré-crise. OK. Est-ce que quelqu'un a des questions jusqu'à maintenant? Est-ce que vous me faites un petit pouce? Je vois pas beaucoup de caméras, donc si vous faites un pouce, je vais voir qu'il y a des gens qui écoutent et que vous êtes d'accord. OK. Merci Flavie. Merci Isaac. Super. C'est les deux seuls que je remercie. Anna Jim aussi, c'est bon. All right. Donc, statistiques difficiles. Bon, je vous donne un exemple de pourquoi les statistiques, c'est difficile. Alors, d'abord, la notation. OK? Donc, je vais faire la probabilité que Y soit égal à 1 sous-groupe de mon échantillon où X est égal. Donc, vous pouvez imaginer X comme... Oh, attendez, j'ai un petit problème de micro, on dirait. Donc, ici, c'est, disons, la probabilité qu'un résultat, que quelqu'un ait une maladie, si on est dans un groupe de traitement. On a reçu un médicament pour cette maladie, par exemple, ou un vaccin. D'accord? Donc, ça, c'est la probabilité que Y soit égal à 1 dans le sous-groupe de ceux qui ont reçu 1 sur la variable indépendante, sur la variable explicative, sur la variable X. Donc, ça, je vais juste écrire ça ici comme P avec un petit X est égal à 1 pour rendre ça simple, mais c'est la même probabilité. Je vais juste identifier ça. Donc, quand on parle de probabilité comme ça, on sait que les gens, en général, font assez peu de nuances. Les gens ont une interprétation défaillante, biaisée de ce que ça veut dire une probabilité. Et là, quand je dis les gens, ben, c'est les chercheurs, mais c'est aussi les gens du public, c'est les décideurs, c'est les patients. Donc, tout le monde, ou presque, a une vision vraiment, en fait, incorrecte de l'interprétation des statistiques. En général, quand les probabilités sont grandes, presque tout le monde va dire bah, la probabilité, c'est presque 1. C'est 1 essentiellement. OK? La probabilité, c'est 100 Lorsque la probabilité est petite, les gens vont dire ben, la probabilité, c'est à peu près rien. Okay? C'est un événement qui ne va jamais arriver. Et à peu près n'importe où entre ces deux pôles, les gens vont traiter les probabilités comme si c'était à peu près 50-50, comme si c'était un lancer pile ou face. Et ça, en fait, ces biais dans l'interprétation des probabilités, ils sont super bien établis. Il y a une littérature énorme en psychologie et en économie behaviorale, par exemple, qui établit que les gens sont vraiment poches pour interpréter les probabilités essentiellement. Donc, si interpréter une simple probabilité, c'est vraiment difficile, imaginez interpréter quelque chose comme ça. Et donc, ça s'appelle un odds. Donc, c'est la probabilité en haut divisée par 1 moins la même probabilité. Ça, c'est un odds en français, les chances, je crois. Donc, interpréter quelque chose comme ça, c'est extraordinairement difficile pour à peu près tout le monde. C'est un truc qui ressemble à une probabilité, mais ce n'est pas tout à fait une probabilité. Puis on a déjà de la difficulté avec les probabilités. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Comment on interprète ça? Mais c'est vraiment difficile pour nous, pour les chercheurs. C'est vraiment difficile pour les gens qui nous écoutent aussi. Imaginez maintenant quelque chose d'encore plus compliqué, un odds ratio. Donc ici, le odds ratio, c'est la probabilité d'obtenir un 1 sur Y quand X est égal à 1 divisé par 1 moins la même probabilité. Et là, on prend tout ce ratio et on le divise par un autre ratio qui est la probabilité d'obtenir un 1 sur Y lorsque X est égal à 0. Okay? Donc, on a ici une construction qui est, de mon point de vue, tout à fait folle. Et on a de la difficulté déjà à interpréter les probabilités. Et là, ce qu'on tente de faire, c'est interpréter un ratio de probabilité. Okay? Et on tente de dire, on interprète ce odds ratio comme s'il était informatif pour prendre des décisions. On parle de ces odds ratios lorsqu'on rencontre des médecins puis on leur explique l'efficacité d'un médicament. On parle de ces odds ratios à nos patients. Et de mon point de vue, ça ne fait aucun sens. C'est essentiellement impossible d'interpréter correctement ce type de odds ratio. Donc, un spécialiste de statistique peut le faire, mais en général, je découragerais fortement tout le monde d'utiliser ce type de mesure qui est trop difficile à interpréter. Alors, ça, c'est mon point de vue un peu controversé. Maintenant, ce que je veux faire, c'est vous présenter un exemple concret pour illustrer cette difficulté. Et là, je tire mon exemple d'une étude de Thornton, de Rebecca Thornton, en 2008, qui étudie la demande et l'effet d'apprendre son statut VIH. Alors, l'idée ici, c'est un RCT, donc une expérience aléatoire contrôlée, randomisée, dans une région rurale au Malawi.
L'idée, c'est que tous les participants recevaient un test gratuit pour le VIH à la maison. Une moitié des participants recevaient un traitement aléatoire. Donc, la moitié des participants étaient choisis au hasard. Et ils recevaient 2 $ pour aller récupérer le résultat du test à la clinique. Okay? Le problème qu'on tentait de régler avec cette expérience, c'est que plusieurs personnes prennent le test, mais ne vont jamais à la clinique et donc ils n'apprennent jamais le résultat du test. Et ça, évidemment, c'est problématique. Si on ne connaît pas le résultat du test, le test, ça ne servait à rien. Et donc, dans cette expérience, on donnait juste 2 $. C'était pas grand-chose, mais les gens se déplaçaient plus à la clinique lorsqu'ils recevaient le 2 $. Et donc, dans l'étude, on estime qu'en fait, la probabilité, c'est probabilité que result égale 1. Result, ça va être ma variable dépendante, c'est-à-dire est-ce qu'un individu a été chercher le résultat de son test à la clinique? Bien, cette probabilité, elle a doublé grâce au traitement. Donc, si on donne juste un petit peu d'argent aux gens, bien, ils vont plus se déplacer pour aller chercher le résultat. Et donc, ça c'est important parce qu'il y avait des conséquences downstream, en aval de ce résultat, c'est-à-dire que lorsqu'on apprend qu'on a un résultat positif, ben, la demande pour les préservatifs augmente. Donc, l'étude de Thornton, ça a été un succès en termes d'évaluation de politique publique. Donner juste un petit incitatif monétaire, ben, ça incite les gens à aller chercher le résultat. Alors, on prend les données et là, ça, c'est des données auxquelles vous avez accès. Donc, tout le code que je présente maintenant, vous pouvez le copier dans votre session R et l'exécuter. Donc, d'abord, on va charger la librairie Marginal Effects. D'accord? Ensuite, on va lire la banque de données avec la fonction read_csv. La banque de données, elle est emmagasinée sur mon site web, mais vous pouvez la lire directement comme ça dans votre session R. Et puis finalement, on va estimer un modèle qui va être un modèle GLM, donc Generalized Linear Model, avec la variable dépendante result. Okay? Result, c'est est-ce que quelqu'un va chercher son résultat à la clinique. Incentive, ça, c'est le traitement aléatoire qu'on a assigné, c'est-à-dire est-ce que quelqu'un recevait le 2 $ d'incitatif ou est-ce que la personne ne recevait rien. Et ensuite, 2 variables de contrôle, l'âge de la personne et distance. Donc, âge, c'est une variable numérique. Distance, c'est une variable catégorielle, donc short, medium ou long. Ensuite, j'insère ma banque de données ici et je dis Family Binomial. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait quel type de modèle on estime ici? Qu'est-ce que ça veut dire Family Binomial? Mettez-le dans le chat ou dites-le. Mon premier test d'interactivité. Régression logistique. Régression logistique, merci beaucoup. C'est la bonne réponse. C'est une régression logistique. Et donc, on estime un modèle de régression logistique. Et là, je vous rappelle que ce que j'essaie de vous convaincre ici, c'est que interpréter les probabilités, c'est difficile. Mais dans une régression logistique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en fait... il y avait quelqu'un d'autre dans le chat qui l'a dit. Merci. Merci aux 2 personnes qui ont répondu. Alors, le coefficient de la régression logistique ici de 2, c'est en fait une quantité qui est exprimée sur une échelle vraiment très bizarre. Ce n'est pas une probabilité, ce n'est pas un changement de probabilité, ce n'est pas un odds ratio, c'est en fait ce n'est pas un odd, c'est un log odds ratio. Et donc, ce chiffre ici, il est bizarre selon moi, il est difficile à interpréter, il est représenté par cette expression mathématique-là qui est complexe. Et donc, au final, on se retrouve dans une situation où on a estimé notre modèle logistique, qui est quelque chose de très simple, en principe, mais on arrive avec des résultats qui, eux, ne sont pas si simples. Et là, la plupart des analystes vont dire, ben, je peux regarder le signe. Hein. Si le signe est positif, ça veut dire que les incitatifs financiers augmentent la probabilité d'aller chercher son test. Je peux regarder la signification statistique. Ici, bon, le p-value, l'erreur type est petite, donc le p-value va être petit aussi. Donc, c'est peut-être significatif statistiquement. Mais tout ça, c'est insuffisant. Il faut qu'on sache quel est l'effet de cet incitatif, de ce traitement aléatoire qu'on a assigné. Quel est cet effet? Et donc, dans une régression logistique, on a plusieurs trucs pour interpréter ça. Donc, dans nos cours de statistiques, on en voit de ces trucs. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous avez vu ça. Mais la question qui m'intéresse ici, c'est quel type de workflow, quel type d'approche on peut adopter
pour appliquer le même traitement à un modèle de régression logistique simple comme celui-ci et aussi à des modèles plus complexes, par exemple s'il y a des interactions, s'il y a des splines, si c'est un modèle de régression logistique multinomial ou si c'est un modèle d'apprentissage automatique comme XGBoost ou quelque chose d'autre. Et donc, ce que je dis, c'est que même dans un modèle super simple comme le modèle de régression logistique, les coefficients estimés sont compliqués à interpréter. Et quand on complexifie le modèle avec des interactions ou autres, ben, ça devient encore plus difficile, ça devient encore plus, en fait, je dirais, impossible. Et donc, la solution que je propose, c'est de faire des transformations post-hoc, des transformations post-estimation. C'est-à-dire que je vous recommande d'estimer un modèle statistique qui est approprié selon des critères dont on peut discuter plus tard, si vous voulez. Estimez votre modèle et une fois que vous avez estimé votre modèle, ignorez les coefficients. Parce que les coefficients eux-mêmes, les coefficients estimés, sont souvent trop complexes à interpréter et ils n'ont pas une interprétation qui est directe, qui est intuitive, qui peut vraiment informer nos décisions sur la base des modèles. Et donc, ce que je vous recommande à la place, au lieu de focuser sur ces coefficients, c'est de transformer les coefficients en des quantités qui sont plus intuitives. Donc, d'abord, je vous recommande de faire des prédictions avec votre modèle. Et là, ce que je dis, c'est une prédiction, là, je vais le définir tout à l'heure, ce n'est pas une prédiction dans un autre échantillon nécessairement. Là. Tout ce que je dis, c'est de dire, bon, mais si on part, c'est de dire, bon, je fais la prédiction, j'utilise mon modèle pour prédire si un individu de 30 ans qui reçoit l'incitatif va aller à la clinique. Okay? Donc, c'est une prédiction pour un profil d'individu type ou un profil d'individu qui m'intéresse. Ça n'a pas besoin d'être hors échantillon. Et puis ensuite, une fois qu'on a des prédictions, on pourra comparer les prédictions de façon contrefactuelle. C'est-à-dire, d'abord, je fais une prédiction pour un individu de 30 ans qui est dans le groupe de traitement, qui a reçu l'incitatif monétaire. Et ensuite, je fais une prédiction pour un individu de 30 ans qui n'est pas dans le groupe de traitement, okay, quelqu'un qui a reçu 0 $. Et puis finalement, je vais comparer ces deux prédictions qui vont être contrefactuelles. Ça, c'est juste un indice de où on s'en va. On va y aller avec beaucoup plus de détails tout au long de la séance. Alors, ça, c'est la solution que je vous propose, les transformations post-estimation. Ça sonne compliqué comme ça, mais il y a le logiciel gratuit pour faire essentiellement tout ça pour vous. Le logiciel Marginal Effects, c'est un guichet unique pour l'interprétation des modèles statistiques et d'apprentissage automatique. Il prend en charge plus de 100 types de modèles différents. Donc, essentiellement, tout ce que vous voulez estimer, ou presque, le modèle va le prendre en charge et va en fait vous permettre d'agir de la même façon. Votre code va ressembler exactement à la même chose, peu importe le type de modèle que vous avez estimé. L'interface, je crois, il est assez simple et unifié. Et ça correspond en fait parfaitement au cadre conceptuel que j'explique, que je détaille sur le site marginaleffects.com. Donc, mon désir, mon espoir, c'est qu'après la présentation d'aujourd'hui, vous alliez sur ce site web pour regarder en fait plus en détail ce qu'on dit là-dessus. Juste pour vous donner une idée de tout ce qu'on peut faire. Donc, oui, il y a plusieurs modèles qui peuvent être pris en charge, les modèles linéaires, les modèles comme Logit, des modèles bayésiens, des modèles GAM, ça c'est avec des splines, des modèles FMX ou des modèles multiniveaux. On peut faire de l'inférence causale avec ce package, on peut faire des tests d'équivalence, on peut estimer des modèles avec des interactions ou de la modération. On peut analyser des expériences, du inverse probability weighting. Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec ce package. C'est ultra flexible. D'accord. Alors, le plan de match, c'est d'abord les tests d'hypothèse nulle, ensuite des prédictions, puis finalement les comparaisons contrefactuelles. Est-ce que quelqu'un a des questions avant qu'on aille de l'avant? Une seconde. Moi, j'ai une petite question pour toi. Oui? C'est Eric. Juste, comment on fait pour savoir si le package R est supporté? Est-ce que le package R qu'on utilise le plus communément, qui peut être différent pour chacune des personnes, comment on fait pour savoir si c'est supporté par Marginal Effects? Donc, il y a sur marginaleffects.com, il y a une page avec une liste de modèles qui sont pris en charge.
en fait, avec une liste des packages R qui sont pris en charge. Et donc, tu peux aller regarder là-dessus. Ajouter des modèles, c'est relativement facile. Donc, ce qu'on a besoin pour qu'un modèle puisse être pris en charge, c'est que le modèle ait une fonction predict. Donc, un package disons, qui se conforme aux standards du langage R en général va avoir une fonction predict, une fonction predict qui accepte un data frame et qui sort des prédictions. Donc, si le package a cette fonction, ben, en principe, là, ça devrait être assez facile de l'ajouter. Donc, si vous voulez savoir si votre package est pris en charge, allez sur le site web. S'il ne l'est pas, ben, envoyez-moi un courriel ou ouvrez un issue sur GitHub, puis on pourra travailler là-dessus ensemble. OK. Alors, d'autres questions? Non? OK. Alors, on commence avec les tests d'hypothèse nulle. C'est une technologie statistique que vous connaissez probablement tous. Donc, l'idée ici, c'est assez simple. On pose la question suivante. Peut-on rejeter l'hypothèse nulle qu'un coefficient ou une fonction de coefficient est égal à une valeur qu'on va écrire H0? OK? Donc, ça, c'est le test statistique tout à fait standard que vous avez vu plein de fois avec le p-value et ainsi de suite. OK? La chose importante dans cette définition, c'est qu'on peut faire un test d'hypothèse nulle sur un coefficient ou sur une fonction de coefficient. Et ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, les prédictions, c'est des fonctions de coefficients. Les risk differences ou les comparaisons contrefactuelles, c'est aussi des comparaisons des fonctions de coefficients. Et donc, ce qu'on introduit maintenant, ça va s'appliquer à toutes les quantités qu'on va produire avec le package Marginal Effects. On va pouvoir exécuter des tests d'hypothèse nulle sur toutes ces quantités et sur des combinaisons de ces quantités. Donc, c'est vraiment très puissant au final. OK. Exemple très simple. Donc, j'utilise le même modèle que j'ai estimé tout à l'heure, le modèle logistique avec result comme variable dépendante, incentive comme groupe de traitement, hein, comme variable explicative indépendante, et les deux variables de contrôle, age et distance. Donc ici, j'utilise la fonction coef pour sortir les coefficients de ce modèle. Donc, assigné à quelque chose comme B. OK? Et là, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut rejeter l'hypothèse nulle suivante? Que le coefficient short est égal au coefficient médium. Donc, si le coefficient short est égal au coefficient médium, bien, la différence entre les deux, c'est zéro. Hein, donc, c'est un test d'égalité essentiellement. Est-ce qu'on peut rejeter l'hypothèse nulle que ces deux coefficients soient égaux? Et là, si on regarde les coefficients en haut, ce que je demande, en fait, c'est ça ici. Est-ce que ce coefficient médium ici, il est différent de ce coefficient-là? Et donc, pour calculer la différence entre ces deux coefficients, ben, tout ce que je fais, c'est que je prends mes coefficients B. Là, je dis, ben, je veux prendre le cinquième coefficient moins le quatrième coefficient. Je vais prendre ce coefficient-là ici, moins le quatrième coefficient. C'est 0,48 moins 0,19. La différence entre les deux, c'est 0,29. Et donc là, je vois qu'il y a une différence entre les deux. Mais là, je me demande la question, est-ce que cette différence, elle est statistiquement significative? Est-ce que je peux rejeter l'hypothèse que cette différence, elle est nulle, est égale à zéro? Pour répondre à cette question, je charge la librairie Marginal Effects, hein, ici, et ensuite, j'utilise la fonction Hypotheses. Donc, comment on utilise cette fonction? C'est que d'abord, on met notre modèle ici, et ensuite, on exprime notre hypothèse nulle sous la forme d'une équation, sous la forme d'une équation entre guillemets. D'accord? Et donc, là, je dis B5, ça, c'est le cinquième coefficient, c'est le bêta 5. D'accord? Donc, bêta 5 moins bêta 4 est égal à 0. Ça, c'est mon hypothèse nulle. Et là, ce que j'obtiens, le résultat, ben, c'est le même chiffre qu'en haut. Vous voyez que le 0,29, c'est la même chose que j'avais calculé manuellement ici. Mais maintenant, j'obtiens une erreur type, une statistique Z, une p-value et un intervalle de confiance aussi. Et donc, selon vous, est-ce que je peux rejeter l'hypothèse nulle que ces deux coefficients sont égaux? Est-ce que quelqu'un peut me dire si on rejette l'hypothèse nulle ici? Ah, Isaac dit oui, on rejette l'hypothèse nulle, probablement parce que Z est gros, p-value est petit, et donc vous avez raison. Bravo. Merci de ne pas m'avoir laissé comme ça tomber. Alors, ça, c'est hypothèse.
Ce qui est intéressant dans la fonction hypothesis, des hypothèses complètement farfelues, des trucs vraiment compliqués. Donc, je peux faire, par exemple, le coefficient bêta 1 moins 10 fois le log du coefficient bêta 2 est égal à 0. Ou je peux faire le premier coefficient moins le deuxième coefficient, moins le troisième coefficient moins le quatrième coefficient. Donc ça serait quelque chose comme un difference in differences, si vous avez déjà entendu parler. Ces hypothèses sont complètement ridicules dans le contexte ici, ne sont pas intéressantes, mais ce que je veux illustrer, c'est qu'en fait, la formulation des hypothèses ici, elle est extrêmement générale. Et on peut représenter plein d'hypothèses super puissantes, super intéressantes. Et en plus, on va pouvoir appliquer ces hypothèses à d'autres quantités, comme les prédictions ou comme les comparaisons, comme les différences de risque. Alors, ce que je viens de dire, c'est que le même mécanisme pour faire des prédictions et ensuite, pour faire des tests d'hypothèse nulle, le même mécanisme s'applique à toutes les fonctions marginal effects. Et on peut les utiliser pour comparer les prédictions, les comparaisons contrefactuelles qu'on va définir tout à l'heure, les risk difference, les risk ratios, les average treatment effects. Si vous avez déjà entendu parler de ce genre de choses-là, on va pouvoir les comparer. Et donc ça va être ultra puissant. OK. Donc, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est vous donner quelques minutes pour aller chercher le code R qui est precrisa.r, qui est sur mon site web. Et ensuite, je vous demanderai d'ouvrir ça dans R ou RStudio. Et je fais le partage d'écran. Ça, c'est notre activité interactive. Est-ce que certains d'entre vous l'ont ouvert? Olivier dit oui. Jim aussi. Colin. Alors, on commence en haut. Donc, ceux qui n'ont pas installé la librairie Marginal Effects, vous pouvez le faire. OK. Bon, parfait. Ensuite, on charge la librairie. Ça. Vous pouvez, si vous avez un message de warning comme ça, c'est pas important. Si vous voulez, vous pouvez regarder la banque de données. Ça ici. Donc, vous avez la variable dépendante result, la variable de traitement aléatoire incentive, la variable village. La variable village, c'est simplement un indicateur, c'est un chiffre qui représente le village dans lequel le participant à l'étude habite. La distance et l'âge. Okay. Bon. Maintenant, on estime le modèle de régression Logit ici. Et on peut regarder le temps du modèle de régression Logit. Bon. C'est un modèle de régression avec plein de trucs ici. Ce n'est pas le modèle exactement celui que. C'est pas exactement le même modèle que j'ai présenté dans les diapos, mais vous voyez qu'il y a plein de coefficients. Et là, l'hypothèse que je vous demande de tester, c'est la suivante. Donc, pouvons-nous rejeter l'hypothèse nulle que le coefficient. Et là, il faudrait que je montre un peu plus de. Que le coefficient distance médium est égal au coefficient distance short. Notez que le coefficient distance médium, c'est le troisième et que le coefficient distance short, c'est le quatrième. Et donc, ce que je veux savoir, c'est est-ce que la différence entre le coefficient 3 et le coefficient 4 est égale à 0? Et pour répondre à cette question, ben, il faut modifier cette ligne de code ici. Okay? Il va falloir utiliser d'abord hypothesis, mettre notre modèle. Et là, dans le hypothesis, vous allez utiliser quelque chose qui ressemble à ça un petit peu, mais ça va être plus simple. Je veux juste que vous compariez le coefficient 3 et le coefficient 4. Et là, exécutez ça et dites-moi dans le chat si on rejette l'hypothèse nulle, c'est-à-dire si la valeur P est plus petite que 0,05. Exécutez le code et je vais prendre mon signal qu'on a terminé quand les gens ont donné leur réponse dans le chat. OK, Guillaume dit que l'hypothèse nulle a tenu bon. Donc, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle selon Guillaume et Isaac.
intéressant. Donc, moi, je vais faire ça ici. Donc, Big Vincent, Cat. j'ai une petite question pour toi. Ouais. Moi, j'enseigne souvent ça, puis je veux juste voir comment ça s'applique vraiment dans... On dit souvent que quand il y a des termes d'interaction dans un modèle, ce qu'on voit en bas, on ne peut pas interpréter directement les effets principaux. Donc, Oui. quand on fait un test statistique sur des effets principaux, lorsqu'il y a une présence d'interaction, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, exact. Donc, en fait, si on regarde quelque chose comme ça, OK? Euh, disons que c'était. OK, imaginons pour une seconde que c'était un modèle de régression linéaire. OK? Parce que là, oublie pas, on est dans le logit. OK? Donc, c'est encore plus compliqué. Si on est dans un modèle de régression linéaire et qu'on fait cette comparaison entre le troisième et le quatrième, OK? C'est distance short et distance medium. Ces coefficients qu'on peut appeler constitutifs, là, des coefficients pas avec les interactions, ce qui représente, c'est essentiellement l'effet de distance medium sur le result lorsque incentive est égal à 0. D'accord? Donc, c'est comme la combinaison des deux. Et donc, il y a une signification compare ces deux-là. C'est juste qu'elle est pas ça, OK? Mais ce qu'on peut faire, c'est on peut faire une comparaison comme ça, distance medium, moins distance medium plus incentive distance medium. OK? Et là, pour répondre, je vais le faire avec vous. Donc, distance medium, c'est le troisième, plus moins le distance medium B3 plus incentive medium qui est le 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Plus B6 est égal à 0. Ça, ce serait une autre hypothèse nulle qui est en fait de comparer l'effet de distance medium lorsque incentive est à 0 versus lorsque incentive est égal à 1. OK? Et donc, en fait, ce que je montre ici, c'est pour souligner le fait que le logiciel, il est vraiment flexible et il peut faire toutes les comparaisons que vous voulez. Par contre, ce qu'on va voir dans quelques minutes, c'est que, en fait, interpréter des trucs comme ça devient vite extrêmement compliqué quand il y a des interactions. Et en fait, je découragerais tout le monde d'interpréter les coefficients directement, de les comparer les coefficients directement comme ça. Je recommanderais aux gens de se concentrer sur les prédictions ou sur les comparaisons contrefactuelles. Et dans ce contexte-là, en fait, c'est super simple de voir quel est l'effet de mon traitement dans telles conditions. Quel est l'effet de mon traitement pour les gens qui habitent proche du centre? Quel est l'effet de mon incitatif, qui est le traitement, mes 2 $? Quel est l'effet de mon traitement sur les gens qui habitent loin du centre? Et on peut même comparer ces deux effets-là. Et donc, personnellement, j'ai aussi, comme toi, enseigné les interactions pendant longtemps avec toutes les complications que ça amène. Puis là, je disais, il faut faire attention de ne pas comparer les coefficients comme ça. Maintenant, je suis devenu radicalisé et je dis, en fait, on s'en fout des coefficients. On devrait se concentrer sur les quantités qui nous intéressent et pas comparer, et pas additionner des coefficients manuellement comme ça parce que le logiciel le fait pour nous. Et en fait, ça mène juste à des erreurs que de le faire manuellement comme ça. C'est mon pitch un peu controversé. Est-ce que c'était bon pour toi, Eric? Ou... Oui, tout à fait, ça va. Super. Alors, est-ce que je vois que les gens ont testé un petit peu Marginal Effects avec un cas simple? J'ai montré la solution pour le deuxième exercice. Je vais maintenant recommencer les diapos. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Il faut m'interrompre. J'aime ça, les questions. Des fois, si j'attends vraiment longtemps, les gens commencent à être inconfortables puis ils posent une question juste pour. Non? OK. C'est bon. Alors, maintenant, par prédiction. Les prédictions, c'est une fonction des coefficients. Et là, je vais passer quelques minutes pour définir vraiment correctement ce qu'on veut dire par prédiction, puis vous donner un exemple concret. Donc, qu'est-ce qu'une prédiction ici? C'est un résultat prédit par un modèle sur une échelle spécifiée pour une combinaison de données de valeurs des variables prédictrices. Et là, j'utilise le mot prédiction dans le même sens que le langage R utilise le mot prédiction, parce que dans R, toutes les fonctions, ou presque, toutes les fonctions de modélisation sont associées à une fonction qui s'appelle predict.
Et ce que ces fonctions font, ce n'est pas des prédictions nécessairement dans d'autres échantillons. C'est vraiment juste dire, pour une combinaison de valeurs données, pour mes variables explicatives ou mes variables prédictrices, pour une combinaison de valeurs données, quelle serait ou quelle est notre meilleure, notre meilleure divination de quel est le meilleur résultat prédit qu'on peut faire avec ce modèle. Okay? Donc, c'est des fitted values. Vous avez tous vu ça. Là, il va y avoir 3 fonctions principales, predictions, average predictions et plot predictions. Donc, juste pour vous donner un exemple concret, considérons le modèle de régression logistique et on peut y penser en 2 étapes dans la traduction des GLM. Donc, d'abord, dans un modèle de régression logistique, ce qu'on fait, c'est qu'on spécifie une équation linéaire. Et on va souvent appeler cette équation linéaire, l'échelle de liaison, de lien ou de liaison, c'est le link scale. D'accord? Donc, dans cette équation linéaire, on a l'intercept, la constante. On a un coefficient de régression avec une variable explicative et un autre coefficient de régression avec une autre variable explicative. On définit cette équation linéaire. Et ensuite, comme c'est un modèle de régression logistique, on veut s'assurer que la variable dépendante est contenue dans l'intervalle 0,1. On veut s'assurer qu'il n'y a pas de prédiction en bas de 0 et pas de prédiction en haut de 1. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fonction, ici la fonction logistique, pour essentiellement écraser l'échelle de notre équation linéaire sur l'échelle qui nous intéresse. Donc, cette fonction ici, là, qui est la fonction logistique, elle va forcer mon expression linéaire à être limitée entre 0 et 1. Parce que ma variable dépendante, elle est binaire. Donc, il faut que ma prédiction elle soit entre 0 et 1. Je veux prédire une probabilité. Je ne peux pas prédire un chiffre qui peut aller de négatif infini à infini. Je veux que ce soit contraint à l'intervalle 0. Donc, je vais utiliser cette fonction-là pour écraser essentiellement mon échelle pour la ramener à 1. Et là, juste pour référence, la fonction logistique elle ressemble à ça ici. OK. Donc, dans le contexte qui nous intéresse, ça ressemble à ça. Donc, le modèle qu'on a estimé tout à l'heure, il y avait result comme variable dépendante. Et ça prend une valeur de soit 0 ou 1. Là, je vais modéliser la probabilité que result soit égal à 1. Il va y avoir une constante. Il va y avoir un coefficient avec la variable incentive, qui est mon traitement aléatoire. Un coefficient avec la variable âge, qui est un contrôle. Et là, il va y avoir 2 variables binaires, medium, short, avec la variable omise qui est la catégorie omise, qui est la variable longue, c'est-à-dire les gens qui habitent loin du centre vont être notre catégorie de référence ici. Et puis finalement, il y a la fonction logistique ici qui va écraser ce lien linéaire pour que notre prédiction de la probabilité soit dans l'intervalle 0 et 1. Bon, imaginez que je veux faire une prédiction pour quelqu'un qui a reçu l'incitatif, qui a 30 ans, et qui habite un short distance du centre de test. Comment je fais pour faire ça? Tout ce que j'ai à faire, c'est de remplacer les coefficients ici par mes coefficients estimés de régression. Et ça, c'est quand dans R, je vais faire GLM, parenthèse, avec mon équation. Et ensuite, je vais extraire les coefficients avec la fonction coef. Et là, je vais regarder, c'est quoi le premier coefficient estimé, c'est quoi le deuxième, c'est quoi le troisième. Je vais les insérer dans cette formule. Et ensuite, puisque je veux faire une prédiction pour quelqu'un qui a reçu l'incitatif, qui a 30 ans et qui habite un short distance, tout ce que j'ai à faire, c'est de remplacer les variables ici par les valeurs qui m'intéressent. Donc, quelqu'un qui a reçu l'incitatif, c'est 1. Quelqu'un qui a 30 ans, c'est 30. Quelqu'un qui habite un short distance, ça veut dire que medium est égal à 0 et short est égal à 1. Donc, pour faire une prédiction ou pour calculer un fitted value dans un modèle de régression logistique, tout ce que j'ai à faire, c'est de rentrer les valeurs que j'ai estimées et les valeurs qui m'intéressent pour les prédicteurs dans cette formule. Donc, dans R, je pourrais le faire comme ça. Donc, d'abord, je crée un vecteur qui s'appelle B avec les coefficients de mon modèle. Ensuite, j'utilise la fonction logistique ici. C'est l'équivalent de ce caractère grec. Et là, je fais juste réécrire exactement la même chose que dans ma formule. Donc, le premier coefficient plus le deuxième fois 1, plus le troisième fois 30, plus le quatrième fois 0, le quatrième coefficient fois 0, plus le cinquième coefficient fois 1. Et là, ce que j'estime, c'est que mon modèle dit que pour quelqu'un qui a reçu un incitatif, qui a 30 ans et qui habite un short distance du centre de test, il y a 82 % de chances que cette personne aille chercher son résultat de test.
Okay? Ça, c'est la prédiction pour un individu avec ce profil particulier. Bon, faire tout ça, c'est extrêmement compliqué et ennuyant. Ça peut mener à des erreurs. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction predictions et la fonction datagrid. C'est deux fonctions qui sont fournies par le logiciel R. Okay? Predictions, c'est la même chose en fait que predict. Je vous disais tout à l'heure que la fonction predict, elle est commune. Hein? La plupart des packages R vont offrir cette fonction. Et la syntaxe de predictions est vraiment très similaire à la syntaxe de predict. Donc, d'abord, on va mettre notre modèle. Ensuite, on va mettre new data. Et new data, ça va nous aider à spécifier la valeur de toutes les variables qui sont à droite dans notre équation de régression, de tous les prédicteurs de notre modèle. Finalement, on va utiliser la fonction datagrid parce que c'est une fonction d'utilité qui va juste nous aider à faire tout ça plus facilement. Et datagrid, ce que ça nous permet de faire, c'est de spécifier les valeurs de l'individu qui nous intéresse. De dire, bon, ben d'abord, je m'intéresse à quelqu'un qui a reçu le incentive, qui a 30 ans et qui habite un short distance du centre de test. Ce qu'on obtient, c'est une prédiction pour cet individu et c'est 81,5 %, exactement le même chiffre que j'avais trouvé ici. Hein? Donc, tout ce qu'on a fait manuellement, on peut le faire automatiquement avec la fonction predictions. Et évidemment, on reçoit la p-value, l'intervalle de confiance. On peut changer l'intervalle de confiance là, pour avoir un autre pourcentage si vous voulez. Mais c'est une façon très facile de faire nos prédictions. Des questions là-dessus? Pas de questions? OK. Alors, pour l'instant, on a fait une prédiction pour un seul individu. Mais en fait, on peut utiliser DataGrid pour faire des prédictions sur plusieurs types d'individus différents. La fonction DataGrid, elle accepte juste des valeurs uniques, elle accepte des vecteurs et elle accepte même des fonctions qui renvoient à des vecteurs. Donc, dans cet exemple ici, on va dire, je veux une prédiction utilisant le modèle pour des profils d'individus qui ressemblent à ça. Donc, d'abord, ils ont des âges soit 20 ou soit 30. Ensuite, incentive, je vais utiliser la fonction unique ici, qui est une fonction dans base R. Ça vient avec le logiciel R. Il n'y a rien d'exotique ici. Ce que ça va faire, c'est que ça va assigner à incentive toutes les valeurs uniques qui sont observées dans ma banque de données. Et donc, ici, comme c'est une valeur binaire, c'est juste 0 et 1, donc c'est très simple. Mais ce que j'obtiens, c'est une prédiction pour les gens qui ont un âge et qui ont une incentive comme ça. Donc, 20 ans, pas d'incentive, 30 ans, incentive. Et là, j'obtiens la prédiction pour chacun d'entre eux. Juste pour le fun, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire si, juste en regardant ça comme ça, on a une idée de si le incentive fonctionne? Est-ce que le incentive augmente la probabilité d'aller chercher son résultat au centre de test? Est-ce que notre traitement aléatoire a été efficace ici? Les gens qui reçoivent un incentive. Somme toute quand même. 80% de chance versus une trentaine de pourcentage de chance. Oui, exactement. Donc, en fait, si on compare les deux premières rangées, c'est des gens qui ont des profils similaires. Hein. C'est deux personnes de 20 ans. Il y en a un qui a reçu le incentive, puis il y en a un qui ne l'a pas reçu. Et notre prédiction pour la personne qui l'a reçu, c'est qu'il y a 80% de chances d'aller chercher son test. Et pour la personne qui ne l'a pas reçu, c'est 35% de chances d'aller chercher son test. Et donc, il semble y avoir eu un effet vraiment très fort ici. On va avoir un estimé plus direct, là, une façon de faire le même genre d'analyse plus directement. Mais déjà ici, on a un indice quand même assez fort que l'incentive fonctionne. Et là, une chose que je veux mentionner au passage, c'est que, regardez ici, on a défini la variable âge et la variable incentive, mais on n'a pas défini la variable distance. Et lorsqu'on ne définit pas des variables comme ça, lorsqu'on en omet de la définition de DataGrid, bien, ces variables elles sont tenues à leur moyenne ou au mode de la variable si elle est catégorielle. Donc, c'est juste important de garder ça en tête quand même. OK. Donc, jusqu'à maintenant, on a défini explicitement les valeurs des variables prédictives qu'on veut considérer lorsqu'on fait notre prédiction. Par défaut, la fonction predictions retourne en fait les prédictions pour tous les individus de notre banque de données originale. Et donc, dans notre banque de données, la banque de données de Thornton, il y a un peu plus de 2800 participants dans l'étude. Et lorsqu'on fait Predictions Mode, on obtient une prédiction ou un fitted value pour chacun de ces participants.
avec évidemment l'intervalle de confiance qui est associé. Donc ça peut être une façon pratique d'avoir vos fitted values puis d'avoir des estimés de l'incertitude alentour de ces fitted values. Lorsqu'on estime 2825 prédictions comme ça, 2825 prédictions pour chacun des participants dans notre étude, ben, ça peut être compliqué à rapporter comme résultat. C'est un peu trop, ça fait trop de chiffres. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut prendre leur moyenne. On peut rapporter simplement la moyenne des prédictions dans notre échantillon, la moyenne des fitted values. On pourrait le faire manuellement, d'abord en appelant predictions comme ça, et ensuite en extrayant la colonne estimate de nos prédictions et en prenant leur moyenne. Okay? Et là, ça nous donne une moyenne de 69 %. Ce que ça nous dit, c'est qu'en moyenne, notre modèle prédit que les gens dans l'échantillon ont 69 % de chance d'aller chercher le résultat au centre de test. Plutôt que de le faire manuellement, on peut utiliser la même fonction predictions, mais ajouter AVG underscore avant. Okay? Donc, ça fait average predictions. Et là, on obtient le même résultat avec l'erreur type, avec toutes les statistiques qui nous intéressent. Et donc, on a encore un estimé de 69 % de chance d'aller chercher le résultat au centre de test. Maintenant, ça devient intéressant. Donc, je fais average predictions, okay, mais je fais average predictions par sous-groupe. J'utilise l'argument by pour dire, dans by, je vais faire en fait la average predictions pour chaque sous-groupe de distance, donc short, medium et long. L'interprétation ici, elle est comme suit. Pour les gens qui vivent une courte distance du test de centre, notre modèle prédit qu'ils ont 72 % de chance d'aller chercher le résultat en moyenne. Pour les gens qui habitent à une longue distance du centre de test, pardon, il y a 64 % de chance en moyenne que les gens aillent chercher le résultat. Et donc, ça, c'est des estimés moyens pour les membres de notre échantillon qui font partie de ces sous-groupes. Ça, c'est quand même super intéressant. Et là, on arrive au killer feature. Okay? Ça, c'est le gros moment. Je suis toujours vraiment content de présenter ça parce que c'est là qu'on se rend compte que ce que je vous ai montré plus tôt sur les hypotheses, c'est extrêmement utile et puissant. Donc, d'abord, on appelle average predictions by distance. Et là, il y a les trois catégories. Donc, ça, c'est les mêmes résultats que je vous avais montrés tout à l'heure. Okay? 72 % de chance d'aller chercher son test en moyenne si on est proche du centre. Donc là, on a les mêmes résultats. Et là, je vous demande, est-ce que la probabilité prédite moyenne de récupérer son résultat est le même dans deux groupes? Est-ce qu'il est le même dans le short ou dans le groupe long? Donc, dans le fond, ce que je veux faire, c'est comparer ces deux chiffres ici. Est-ce qu'on a plus de chances d'aller chercher son résultat si on habite proche que si on habite loin? Ce que je vais utiliser pour répondre à cette question, c'est l'argument hypothesis. Et l'argument hypothesis fonctionne de la même façon que ce qu'on a vu au début de la présentation. La fonction hypothesis nous permettait de comparer un estimé à un autre. Et là, on utilise la même syntaxe, B1, B2, B3. Ici, B3 représente le troisième estimé, donc c'est 64 %. B1, dans cette formule, représente le premier estimé, toujours par rangée, 72 %. Donc, dans ce test, ce que je teste, c'est est-ce que la différence entre 64 et 72, 64 et 72 est égale à 0. Donc, ici, je reçois une différence de moins 0,78, un écart type de 100. Donc, la réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'aventurer à offrir une explication pour ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je dis non, mais qu'est-ce que ça veut dire? En termes de distance, là, qu'est-ce que ça nous apprend sur l'effet de la distance? Que la distance a un effet. Oui, la distance a un effet. La distance décourage les gens d'aller chercher leur test. Merci, exactement. Donc, en fait, si la distance n'avait aucun effet, la probabilité d'aller chercher son test serait la même, peu importe si on habite à longue distance ou à courte distance du truc.
J'ai l'impression qu'on va changer quelque chose sur mes diapos. Est-ce que vous voyez bien ou... T'as le menu Copilot qui est apparu sur ton. Ah ouais. Ok. Je ne sais pas c'est quoi le menu Copilot. Là, ça marche? Ouais. OK. Ah, Guillaume pose la question ou fait l'affirmation, la distance a un effet, mais cet effet est lui-même différent selon l'âge. Peut-être. On va arriver à ça dans 2 secondes. Euh, une note avant d'arriver aux comparaisons de distance et d'âge. Les erreurs types et les intervalles de confiance peuvent être estimés de façon différente en fonction de vos besoins. Donc, ici, ce que j'ai présenté, c'est des erreurs types vraiment classiques. Donc, il y a plusieurs postulats qui doivent être acceptés pour ça. On n'a pas d'hétéroscédasticité, pas d'autocorrélation, tout ce genre de trucs-là. Mais en fait, c'est possible d'utiliser des erreurs types et des intervalles de confiance robustes de type Uber-White, cluster. On peut faire du bootstrap ou de l'estimation par simulation. Donc, on n'a pas besoin de comprendre ça maintenant, mais je vais juste vous montrer que la syntaxe, elle est vraiment simple. VCOV, c'est pour variance, covariance. Et on a juste à changer un argument comme ça, et ça nous donne des erreurs types qui sont un peu différentes, qui sont robustes pour nos prédictions moyennes, pour tous nos estimés qu'on veut produire. OK. Et donc, voici ce que Guillaume nous disait. Donc, les gens, bon, en fait, d'abord, je devrais dire que c'est la fonction plot predictions qui nous permet de montrer les prédictions de façon efficace et facile. Donc, ce que ce graphique suggère, donc d'abord sur l'axe Y, c'est la valeur prédite de la variable dépendante result. Sur l'axe X, c'est l'âge. Donc, on est à droite, on est plus vieux. Et finalement, il y a des couleurs différentes pour la distance de où on habite par rapport au centre de test. Et là, on voit que plus on est âgé, plus la probabilité d'aller chercher son résultat est haute. Quand on va vers la droite, on est plus haut ici sur l'axe vertical. Et plus on habite loin, plus la probabilité, elle est faible. Et là, effectivement, il y a cette espèce de double dimension où l'âge est important, mais la distance semble importante aussi. Alors, Est-ce que je peux te c'est poser une petite question? absolument. Euh, Ici, on présume, c'est conditionnel au modèle que tu as spécifié au début. Puis là, c'est des questions plus de si le modèle s'ajuste mal aux données ou disons que tu utilises un modèle, tu ne mets pas d'interaction puis il devrait en avoir, ou tu mets un modèle avec interaction puis il ne devrait pas en avoir. Comment ça joue sur le. J'imagine que c'est conditionnel à ce que le modèle soit bien spécifié, c'est ça? Absolument. Donc, en fait, tout ce que je présente maintenant, c'est une distinction super importante à tracer. Donc, tout ce que je présente aujourd'hui, c'est un workflow post-estimation. OK? Donc, comment transformer les coefficients de régression pour qu'ils soient plus interprétables, pour qu'ils soient plus faciles à communiquer, pour qu'on les comprenne mieux. Mais tout ça présuppose, comme tu l'as dit, que notre modèle est adéquat, qu'il s'ajuste bien aux données, qu'il représente le processus de génération de données de façon adéquate pour capturer les relations, puis parfois les non-linéarités qui sont les plus importantes. Donc, il n'y a rien dans ma présentation, puis en fait, il n'y a rien dans le livre sur le choix de modèle. Donc, on assume que les gens ont trouvé un modèle qui est utile pour leur fin, qui s'ajuste bien aux données, qui a, je sais pas, peut-être le R carré, ce n'est pas le bon critère, là, mais tu vois ce que je veux dire. Et ensuite, on va de l'avant avec ça. Un autre, évidemment, je n'ai pas parlé de causalité non plus. Donc, pour qu'un modèle soit interprété de façon causale comme je le fais ici, ben, il y a plein d'autres conditions qui doivent être satisfaites. Et en fait, marginal effect, ça n'a rien à dire là-dessus. On assume que le modèle est adéquat pour vos besoins. Et tout ce qu'on fait, c'est dans le fond, on entend souvent ça, le last mile problem. C'est un peu ça. C'est le last mile problem pour l'interprétation des statistiques. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'un modèle estimé à des résultats? Super, merci. Pardon. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que je vous ai présenté un modèle logistique assez simple, mais en fait, le même workflow, les mêmes commandes fonctionnent pour à peu près tout.
Donc, le modèle linéaire, GLM, gamme, multiniveau, bon, j'arrête pas de le dire, mais c'est parce que c'est un big deal, là. Si votre modèle ne fonctionne pas, vous allez devoir, donc, comme Eric disait, hein, si le modèle s'ajuste mal à vos données, s'il représente mal le processus de génération de données, bien, vous allez devoir passer à un autre type de modélisation et potentiellement changer tout votre code. Avec Marginal Effect, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous changez seulement la ligne de code où vous estimez le modèle, puis ensuite, tout le reste de votre code devrait rester à peu près pareil. Donc, ça, c'est vraiment un gros gain en termes de facilité. Alors, comme il nous reste juste une petite demi-heure, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ma présentation et ensuite, on fera de l'atelier s'il reste du temps. Parce que je veux vraiment parler des comparaisons contrefactuelles parce qu'au-delà des prédictions, ça me semble être une quantité vraiment importante et aussi un développement conceptuel qu'il y a à faire et qui est important. Alors, qu'est-ce qu'une comparaison contrefactuelle? C'est une comparaison entre des prédictions qui sont faites par un modèle pour différentes valeurs d'une variable explicative. Donc, je pourrais dire, qu'est-ce que mon modèle prédit, en termes de revenus, disons, pour les diplômés d'une université ou ceux qui n'ont pas de diplôme universitaire. Donc, ça, ce serait une comparaison contrefactuelle. Je prends deux individus qui ont le même profil, qui ont le même âge, qui habitent dans la même ville, qui ont le même, je sais pas, les parents ont le même revenu. Donc, toute chose étant égale par ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans mon modèle si je change juste une variable? De façon contrefactuelle, si je modifie une variable pour dire, ben, cette personne, elle a un diplôme universitaire et la même personne n'a pas de diplôme universitaire. Donc, il y a une expérience de pensée ici que le modèle nous permet de faire. Et en fait, je vais vous le montrer de façon plus directe, plus explicite dans 2 minutes. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ces comparaisons contrefactuelles entre prédictions, c'est une espèce de cadre théorique vraiment général pour définir tout un tas de quantités d'intérêt qu'on utilise dans la littérature. Donc, quand vous entendez parler de contraste, de différence de risque, de rapport de risque, comme des risk ratios, même des cotes, le lift, ça dans les compagnies là, qui font du A/B testing, c'est souvent le lift. Donc, toutes ces quantités d'intérêt peuvent être exprimées en termes de comparaison contrefactuelle. Et pour estimer ces comparaisons contrefactuelles, on va utiliser la fonction average comparisons et plot comparisons. Alors, soyons un peu plus précis. Supposons que Y chapeau X1, c'est la probabilité prédite pour que Y soit. La probabilité prédite que Y est égal à 1 quand X est égal à 1. Alors, Y chapeau X0, c'est la probabilité prédite que Y soit égal à 1 quand X est égal à 0. Donc, en fait, dans notre exemple de tout à l'heure, c'est Y, là, c'est aller chercher son test au centre. X, c'est de recevoir l'incitatif. Donc, dans le fond, je vais juste comparer c'est quoi la valeur prédite, c'est quoi la probabilité d'aller chercher mon résultat si je reçois l'incitatif versus si je ne reçois pas l'incitatif. Probabilité d'aller chercher son résultat si je reçois l'incitatif, probabilité d'aller chercher mon résultat si je ne reçois pas l'incitatif. Donc, vous voyez qu'avec juste ces deux chiffres, on peut créer plein de quantités différentes. Donc, ça ici, ça s'appelle un risk difference dans la littérature. Donc, c'est le risque ou la probabilité quand je suis dans le groupe de traitement, moins le risque ou la probabilité quand je suis dans le groupe de contrôle. Le risk ratio, c'est juste un sur l'autre. Okay? Le risque dans le groupe de traitement, le risque dans le groupe de contrôle. Et on peut créer des trucs un peu plus bizarres comme ça. Le odds ratio, je le décourage, mais c'est possible de créer plein de quantités de cette façon-là. Dans Marginal Effects, on peut calculer toutes ces quantités, on peut créer nos propres quantités et en fait plein d'autres qu'on peut faire. Donc, c'est vraiment très versatile. Alors, une chose qui est intéressante et importante, c'est que toutes ces quantités, comme les prédictions qui les composent, sont des quantités conditionnelles. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, un risk ratio ou un risk difference va être conditionnel sur toutes les variables prédictives dans mon modèle. Et je vais avoir un risk difference différent pour une femme de 50 ans parce que les valeurs des autres variables dans mon modèle sont différentes. Et donc, lorsque je calcule une comparaison contrefactuelle, un risk difference, un risk ratio, il va toujours falloir définir les valeurs des variables de contrôle qui nous intéressent. Donc, je vais me concentrer évidemment sur une valeur que je peux appeler une valeur focale, une variable focale. C'est le traitement qui m'intéresse, c'est la variable explicative ou c'est l'association qui m'intéresse principalement, la variable focale. Mais il va toujours falloir quand même que je définisse les variables de contrôle
qui vont nous intéresser parce que l'effet qui m'intéresse ou l'association qui m'intéresse peut varier d'un contexte à l'autre. Alors, dans le chat tout à l'heure, Guillaume disait que la distance a un effet, mais l'effet est lui-même différent selon l'âge. Et donc, si je veux estimer l'effet de la distance, il va toujours falloir quand même que je dise, ouais, mais la distance pour quel âge? Donc, il va falloir toujours fixer ces deux choses-là, le changement dans la variable focale qui m'intéresse et aussi les variables de contrôle, quelles sont leurs valeurs. Alors, illustrons tout ça. Donc, d'abord avec une différence de risque. Donc, la question ici va être la suivante. En moyenne, est-ce que passer de 0 à 1 sur la variable incentive, est-ce que passer de recevoir 0 à recevoir 2 augmente la probabilité que result soit égal à 1? Pour un individu de 30 ans qui habite près du centre. Et donc, ce que j'écris ici, c'est la valeur prédite de Y lorsqu'on reçoit un incitatif, qu'on a 30 ans et qu'on habite un short distance du centre, moins la valeur prédite pour la variable result lorsque je ne reçois pas d'incitatif, que j'ai 30 ans et que j'habite une short distance du centre. Donc, vous voyez que la seule différence dans ces deux valeurs prédites, c'est l'incitatif. Okay, on a gardé toutes les autres variables égales, mais on calcule la différence entre une prédiction avec incitatif et une prédiction sans incitatif. C'est ça que je veux dire quand je dis une comparaison contrefactuelle. Je vais modifier une seule des variables et comparer les prédictions. Donc, dans la fonction comparisons, je dois d'abord signaler quelle est la variable focale, c'est-à-dire quelle variable va changer. Je vais voir l'effet de la variable incentive, ou je vais voir l'association entre incentive et result. Ça, c'est ma variable focale. Et ensuite, je dois spécifier les valeurs de contrôle. Les variables de contrôle, donc new data. Et là, c'est tout à fait comme tantôt. Age 30, distance short. Et là, incentive, en fait, ça ne sert à rien, incentive ici, parce qu'on va comparer incentive à 0 et 1. Donc, je pourrais l'omettre. Ça ne fait pas de différence. Donc, quelle est l'interprétation de ce résultat? L'interprétation, c'est comme suit. Donc, si pour une personne de 30 ans qui habite une short distance du centre, passer de 0 à 1, passer du groupe de contrôle au groupe de traitement, augmente de 44 points de pourcentage la probabilité que result soit égal à 1. Et là, Najim, plus tôt aujourd'hui, disait, en regardant les prédictions, oui, il semble y avoir un effet de l'incentive. Ça a l'air de faire une grosse différence. Mais ici, on en a la preuve. Donc ici, on voit vraiment un gros effet. 44 points de pourcentage, c'est énorme. Donc, vraiment, comparisons, lorsqu'on s'intéresse à une association ou à un effet, c'est souvent la fonction qu'on va regarder. Donc, je vous disais tout à l'heure que les différences de risque sont différentes d'un individu à l'autre. Hein. La différence de risque peut être différente pour quelqu'un qui est vieux ou jeune ou quelqu'un qui habite proche ou loin. Et ici, on le voit bien. Donc, si on appelle la fonction comparisons comme ça, avec juste incentive, sans spécifier new data, ce qu'on va avoir, c'est un risk difference pour chacun des individus de notre banque de données. Donc, d'abord, ça, c'est le risk difference pour la première rangée de ma banque de données originale. Ça, c'est le risk difference pour la deuxième rangée, et ainsi de suite. Donc, j'ai 2800 quelques risk differences ici. D'accord? Donc, rappelez-vous, les risk differences, les comparaisons contrefactuelles, ça dépend de où on les évalue. Ça dépend des variables de contrôle, souvent. Okay? Donc, ce n'est pas toujours le cas dans les modèles vraiment simples linéaires, ce n'est pas le cas, mais dans un modèle logistique comme ça ici ou dans les modèles encore plus complexes, c'est toujours important de tenir en compte le fait que notre estimé de l'effet va varier d'un individu à l'autre. Alors, si ça varie d'un individu à l'autre et que je dois donc calculer 2800 estimés différents, bien, une chose que les gens vont faire souvent, c'est de prendre la moyenne de ces estimés. Donc, qu'est-ce que je fais ici avec la fonction? Oh, pardon. OK, désolé. OK, est-ce que vous voyez bien? Désolé. Oui. Oui. OK, merci. Alors, qu'est-ce que je fais ici? C'est que je calcule le risk difference ou la différence entre la prédiction avec ou sans le traitement pour tous les individus de ma banque de données, pour les 2800 individus, et ensuite, je prends leur moyenne. Donc, vous vous rappelez qu'on a fait exactement la même chose avec la fonction predictions. Hein, on pouvait faire une prédiction par individu et ensuite prendre leur moyenne. Donc, la moyenne des fitted values, c'était average predictions. Mais ici, c'est la même chose. Donc, je calcule l'effet du incentive pour chaque individu et ensuite, je prends la moyenne
de ces estimés individuels pour avoir un résumé global de l'effet de mon traitement. Et donc, ce qu'on a ici, c'est un estimé global qui est d'à peu près 45 points de pourcentage. Donc, là, je peux dire, en moyenne, donner un incitatif de 2 $ a un effet de 45 points de pourcentage sur la probabilité d'aller chercher son résultat au centre. Et ça, en fait, ce chiffre-là ici, 45 points de pourcentage, dans la littérature, on va souvent l'appeler le average treatment effect, l'effet de traitement moyen. Et c'est aussi une stratégie qui est en épidémiologie, là, il parle de G-computation. C'est une stratégie pour l'inférence causale qui est super populaire ces temps-ci et qui est implémentée de façon vraiment facile ici là, dans Marginal Effects. Si vous regardez des livres comme Hernan et Rubin? Non, c'est pas. C'est Hernan. Alors, il y a un livre qui s'appelle What If de Miguel Hernan, un super bon livre en fait, où ils vont faire ce type d'estimé. Mais pour obtenir les erreurs types et les intervalles de confiance, il y a tout un code vraiment compliqué pour faire du bootstrapping. Ici, en fait, on l'obtient avec une ligne de code. C'est le G-Computation Average Treatment Effect. Et en fait, selon moi, si vous avez un traitement aléatoire avec à peu près n'importe quel modèle et que vous voulez avoir un estimé simple du traitement moyen, de l'effet de traitement moyen, c'est à peu près toujours ça qu'on appelle. Donc, c'est vraiment une fonction super utile qui devrait être applicable vraiment très, très largement. Comme avec les prédictions, on peut faire des estimés de l'effet dans différents sous-groupes. Donc, lorsque j'ai appelé Average Comparisons avec ma variable focale incentive ici, j'obtenais l'effet de traitement moyen. Ici, je peux avoir l'effet de traitement dans différents sous-groupes de la population. Donc, ici, c'est l'effet du incentive sur le comportement, c'est-à-dire sur le result, okay, dans le groupe des personnes qui habitent loin du centre. Donc, ici, 46 %. Ensuite, pour les gens qui habitent près du centre, l'effet de traitement est d'à peu près 44 point de pourcentage, je devrais dire. Et donc, il semble, à première vue au moins, que donner 2 $ à quelqu'un, ça a un plus gros effet pour les gens qui habitent loin du centre que pour les personnes qui habitent proche du centre. Il semble y avoir une hétérogénéité dans l'effet. Il semble y avoir une modification dans l'effet ici. On peut faire plein de trucs ici. Donc, je peux faire l'effet de la variable incentive pour les membres de l'échantillon qui sont dans le groupe incentive ou les membres de l'échantillon qui sont dans le groupe de contrôle. Groupe de traitement versus groupe de contrôle. Et ça me donne automatiquement un estimé du average treatment effect on the treated ou average treatment effect on the untreated. Donc, pour ceux qui sont familiers avec la littérature sur l'inférence causale, ça va être des thèmes ATT et ATU qui sont familiers. C'est vraiment des quantités super fréquentes, super communes, super importantes. Et vous voyez ici qu'on peut les obtenir avec essentiellement une ligne de code, ce qui est quand même facile et merveilleux. Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, je vous ai montré un exemple avec une variable explicative qui était binaire. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que ça fonctionne, average comparisons, avec des variables numériques, avec des variables catégorielles aussi. Donc, par exemple, je pourrais estimer l'effet d'une augmentation de l'âge sur la variable dépendante et une augmentation de 5 unités, donc 5 années, un écart type de l'âge ou un mouvement entre deux valeurs spécifiques. Et tout ça, c'est assez facile à spécifier. Donc, en fait, ça, ce serait l'effet d'augmenter l'âge de 5, l'effet d'augmenter l'âge d'un écart type, l'effet d'augmenter l'âge de 18 à 55 ans. Et donc, vous avez vraiment une boîte à outils super puissante pour vraiment donner à vos résultats l'interprétation que vous voulez. Donc, augmenter de 1 an, ben, je ne sais pas si c'est si important ou intéressant que ça. Mais passer de 18 ans à l'âge de la majorité à 55 ans, ben, peut-être que ça fait une différence dans le comportement. Et donc, ça serait intéressant et ça peut être utile pour votre communication scientifique. Pour les variables catégorielles, ben, même chose, ça se fait tout automatiquement. Donc, si ma variable focale, c'est la distance et que c'est une variable catégorielle, ben, vous allez obtenir tous les contrastes intéressants. Donc, quel est l'effet d'habiter medium distance versus long? L'effet d'habiter short distance versus long. Et là, on voit que, ben, en fait, lorsqu'on habite loin, il y a moins de chances qu'on aille chercher notre résultat au centre de test.
Très rapidement, je veux vous dire que d'abord, par défaut, Average Comparisons fait une différence entre ces situations, entre les prédictions contrefactuelles, mais on peut faire un ratio entre les prédictions contrefactuelles, on peut faire un odds ratio, on peut faire le lift, et c'est toujours juste un argument comme ça qu'on utilise pour modifier le type de comparaison qu'on fait. Et donc, l'interprétation ici, ce serait différent de tout à l'heure. Tout à l'heure, je disais qu'en moyenne, passer du groupe de contrôle au groupe de traitement avec incitatif augmentait de 45 points pourcentage la chance d'aller chercher son résultat. Ici, ce qu'on voit, c'est que ça double ou un peu plus que doubler la probabilité d'aller chercher ses résultats. Et donc, c'est essentiellement le même résultat parce que c'est le même modèle, mais c'est une façon un peu différente d'y penser et de le communiquer. Donc, d'abord en termes de différence, maintenant ensuite de ratio. Bon, ça, c'est pas important, mais juste vous dire, vous pouvez spécifier vos propres fonctions. C'est comme presque trop flexible. Là. Mais si vous n'êtes pas un spécialiste encore, vous n'avez pas besoin de vous intéresser à ça, mais vous pouvez spécifier vos contrastes vraiment manuellement comme ça pour beaucoup de contrôle. Alors, dernière chose que je vais vous montrer ou une des dernières choses que je vais vous montrer sur les comparaisons, c'est cette idée qu'on peut faire des tests d'hypothèse nulle là-dessus aussi. Donc, imaginez qu'il y a de l'hétérogénéité, qu'il y a une modification de l'effet, que l'effet est plus fort dans certaines strates de vos données. Donc, ça, c'est les résultats que je vous ai déjà montrés tout à l'heure. L'effet de incentive sur result en fonction de la distance, donc dans les différents sous-groupes. Et ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est que le incentive avait l'air d'avoir un effet plus fort sur les gens qui sont long que sur les gens qui sont short distance. Donc, ici, quand on parle d'interaction, d'effet de modification, c'est ce qu'on parle. Donc, ce que je peux faire, en fait, pour comparer ces deux éléments, le 46 et le 44 bien, en fait, l'hypothèse nulle ici, elle est simple. C'est est-ce que le premier estimé est différent du troisième estimé? Est-ce que la différence entre les deux est égale à 0? Et là, vous me voyez venir, hein, c'est la même chose qu'on fait depuis le début. On peut spécifier simplement en ajoutant hypothesis comme ça. On dit, ben, est-ce que le premier estimé est différent du troisième? L'estimé est égal à 0,02. L'erreur type est microscopique. Et donc, la p-value aussi. Nous pouvons rejeter l'hypothèse nulle. Quelle hypothèse nulle? L'hypothèse nulle que l'effet de incentive pour les gens qui habitent loin est le même que l'effet du incentive pour les gens qui habitent proches. Et donc, il y a une hétérogénéité dans l'effet. Ici, l'effet n'est pas aussi fort pour chacun des individus. Non seulement on a observé l'hétérogénéité en regardant les chiffres comme ça, mais on a confirmé qu'il y avait bel et bien une hétérogénéité en exécutant un test d'hypothèse nulle pour comparer ces deux coefficients explicitement. Je vous montre ça ici, plot comparisons, parce que c'est utile parfois. Donc, il y a des fonctionnalités pour faire plein de graphiques. Je mentionne aussi que le résultat de cette fonction plot comparisons, c'est un objet ggplot2. Et donc, ça peut être modifié comme vous le voulez avec les thèmes, avec les couleurs, avec toutes les fonctions traditionnelles de ggplot2. Donc, ça, c'est quand même utile. Et puis finalement, un dernier appel à aller visiter marginaleffects.com. J'ai mis beaucoup de temps là-dessus. Là. Je veux que ça serve à des gens. Et c'est vraiment la formulation la plus claire que j'ai été capable d'écrire là, sur la motivation, sur le cadre conceptuel. Il y a essentiellement 40 chapitres de matériel et d'études de cas en ce moment. Tout ça est gratuit. Donc, allez voir ça. Et donc, sur ce, je vous remercie. Il reste 10 minutes et je ne sais pas, peut-être ça vaudrait la peine d'ouvrir pour des questions ou qu'est-ce que vous pensez? Ah, salut Laura. Ben, moi, je pourrais y aller avec une question. Il y a comme des analyses pour lesquelles ben, ça fait penser à Laura aussi, aux travaux que Laura a fait. Là. Je ne sais pas si c'était une question qu'elle avait puis qu'elle allait peut-être te poser. Mais disons que, par exemple, pour la régression lasso ou dans laquelle il y a de la régularisation, que ça a été longtemps un débat si on pouvait vraiment calculer des valeurs P dans cette situation-là.
Puis là, en tout cas, je sais que ça a été élaboré, là, est-ce que ton package gère ce type de régression-là? Super bonne question. Donc, en fait, pour l'apprentissage automatique, le package prend en charge deux frameworks, dans le fond. Vous connaissez Tidy Models, peut-être, c'est la compagnie de RStudio, le Posit, qui développe ce logiciel-là. Et un autre framework qui s'appelle MLR3 ou ML3L, ML3R, je ne me rappelle jamais. Et ces cadres-là permettent d'estimer vraiment plein d'algorithmes, d'utiliser plein d'algorithmes d'apprentissage automatique. Donc, certainement Lasso, certainement Ridge, certainement XGBoost, tous les standards et plus encore. Et donc, à la base, Marginal Effects est capable d'interpréter avec tout ce que je vous ai montré ici, c'est-à-dire prédiction, comparisons. On peut faire des slopes aussi, que j'en ai pas parlé, là, mais on peut en faire. On peut faire des comparaisons entre les différents estimés aussi. Par contre, Tidy Models et MLR3 ne produisent pas d'estimés des erreurs types pour les différents paramètres du modèle. Et donc, Marginal Effects ne peut pas non plus estimer d'erreurs types. Et là, tu mentionnais un débat, là, je serais hésitant là, de toute façon à en estimer, à en rapporter personnellement. Une lecture qui est intéressante d'un article qui vient de sortir dans le American Political Science Review de John Mellon, Mellon, qui est un de mes co-auteurs, un gars super brillant. Je le recommande. C'est une critique d'un article qui avait utilisé le Ridge Regression, qui est un peu similaire au lasso, là, mais avec une pénalité différente. Il avait utilisé le Ridge Regression dans un contexte d'analyse électorale. Et John, en fait la critique de cet article en montrant que un des problèmes avec ce modèle, c'est qu'il avait appliqué une pénalité vraiment importante sur une des variables, essentiellement en faisant disparaître cette variable du modèle statistique. Et le gros problème avec ça, c'est que cette variable-là en particulier, c'était un confounder énorme. C'était une variable qui introduisait un gros biais par variable omise. Et donc, lorsqu'on applique un modèle de régularisation comme ça, dans le fond, là, c'est très dangereux en termes d'inférence causale. Donc, ça dépend vraiment comment vous allez l'interpréter. Puis, par ailleurs, si on n'a pas l'ambition d'interpréter notre modèle comme un truc d'inférence causale, ou en tout cas peut-être descriptif, là, les intervalles de confiance, je ne sais pas là, pourquoi. Donc, en tout cas, ça, c'est mes réactions. Ouais, intéressant. Merci, Colin. Salut. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai peut-être un remerciement à faire. Euh, Bonjour, Monsieur Harel Bundock. Je viens de réveiller que c'était toi qui avais écrit le livre sur l'introduction à l'analyse causale et méthodes quantitatives Je pense que auprès de je l'Université de reconnais la Montréal. cuisine. Hmm? Non, 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 vas-y. OK, j'ai compris. Je voulais juste te dire que ce livre-là était excellent. Super introduction au début, puis la transition vers l'analyse causale, je crois, par la suite, était intéressante, rafraîchissante. Euh, c'est un livre intéressant pour les étudiants, par exemple, du bac en psychologie, mais seulement le début. Ce qui rend le plus difficile de l'adopter pour un cours d'introduction aux stats à cause de ça. Mais il est tellement bon. Je veux te féliciter, je suis jaloux. Ah, c'est gentil, Un merci modèle. beaucoup. C'est Puis cool. merci pour le talk, c'était Mais génial. de toute façon, pas besoin de l'adapter au complet parce qu'il est gratuit en ligne. Fait que Yes, je c'est sais. possible de le mettre en lecture complémentaire, là. C'est déjà fait. Ah, super. Merci. Salut. Est-ce que, je sais que dans les sciences sociales, ben là, j'ai vu que tu avais une fonction pour les modèles multiniveaux. Je sais qu'en sciences sociales ou en psycho aussi, les modèles d'équations structurelles sont comme avec des variables latentes, puis tout ça, sont comme. Est-ce que
Ben, je sais que tu nous as dit que dès qu'il y avait une fonction, dès qu'on pouvait, il y avait une extension predict, on pouvait comme faire quelque chose avec marginal effects, mais est-ce que c'est le cas aussi? Parce que j'ai pas vu ce type de modèle-là comme dans ta liste, là. Ouais, je pense que c'est une des limites un peu, là, des choses qui sont pas bien prises en charge en ce moment, là. Les librairies, franchement, je les connais pas tant que ça. Il y a Lavan, je pense, qui est une librairie Ouais, pour la faire vanne ça. est populaire. Il y a Ouais, OpenMX qui est populaire aussi. OK, OK. Ouais, il y a Lavan, ils d'autres. ont la structure des objets Lavan est super weird. J'ai l'impression que c'est comme un logiciel impressionnant, là, mais je pense que ça va être difficile de prendre en charge celui-là, peut-être même impossible. Juste parce qu'ils ont fait des choix de design un peu intéressants, là. Euh, Merci Julie, salut. Et donc, ça va être difficile. Faudrait que je regarde OpenMX, ça serait intéressant, là. Bonne question. Ben, c'est des très gros logiciels, là. OpenMX, c'est comme. Je dis souvent, c'est l'équivalent de M+, mais dans R, donc ça fait vraiment comme, tu sais, des milliers de modèles, là. C'est comme. Ah ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça va des modèles state space. En tout cas, il y a vraiment toujours en développement, puis c'est très, très populaire, là. Moi, je sais pas à quel point ça serait possible, comme tu dis, d'intégrer ça. Ouais, Mais bonne question. ben, c'est super. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Même pour StepMix, là, j'essaie de voir s'il n'y a pas des façons. Parce que nous autres, on a décidé que les p-values puis tout ça, on les dérivait par Bootstrap. Hmm. Euh, mais c'est une décision parce qu'on voulait aussi rester, tu sais, que les gens n'aient pas besoin d'autre chose pour calculer. Mais si ça se fait d'une façon plus facile avec Marginal FX, mais ça semble que ça peut être. On va regarder ça avec Félix, là, voir si on peut intégrer ton package. Ouais, Je veux ça prend vérifier quelque chose. juste VCOV, puis ça prend VCOV, ça prend COEF, ça prend Predict. Ça, c'est toutes des fonctions comme standard, là. Fait que si vous avez ces fonctions-là dans votre step mix, il y a des bonnes chances que ce soit possible. Mais si tu veux, envoie-moi un email, puis je peux te donner des détails. C'est bon. Je veux vérifier quelque chose à propos des modèles d'équations structurelles. C'est peut-être pas exactement ce que tu recherches, puis peut-être même que tu l'avais mentionné parce que j'ai perdu un bout. Smart PLS, est-ce que ça te dit quelque chose? Non, j'ai jamais entendu parler. C'est une approche différente au modèle d'équation structurelle qui inclut, je crois, l'analyse causale. Ce serait à rechercher. Euh, c'est peut-être le meilleur pont vers les modèles d'équation structurelle que tu pourrais adopter à partir de ta perspective, avant de passer à la vanne, peut-être, qui, à mon avis, a déjà plus la cote que euh, OpenMX. OK, OK, Et l'auteur, je sais pas si c'est l'auteur de Smart PLS, c'est vraiment lui, là, mais Joseph Hare. OK, OK. Ouais, Je pense en note, ça m'intéresse, là. Ça sonne cool. ouais, c'est sûr que je t'ai écrit tout à l'heure, fait que merci. All right, cool. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde Félix, puis moi, c'est sûr que je me suis dit que ça a peut-être généré des. Ouais, j'avais travaillé à un moment donné là, à essayer de comprendre les effets d'interaction là, en utilisant les effets marginaux versus les effets d'interaction examinant les odds ratio. Donc, c'est sûr que je suis un peu à froid en ce moment. Je regardais ce que j'avais fait. Ça fait peut-être 3 ans que j'étais au milieu de mon bac. Hmm. Mais quand on examine là, tu sais, des différences de probabilité, euh, des fois, c'est surtout quand disons que nos variables indépendantes là, sont continues, ça peut vite être difficile de venir faire différentes comparaisons, puis avoir aussi la taille de l'effet, au sens qu'une différente probabilité de 5 à 15% versus de 85 ou de 80 à 95. Je me demandais, là, c'est quoi la stratégie à adopter? Tu sais, j'imagine qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus. Euh, Par où commencer, disons, là, si je veux continuer à explorer ça? Ben, en fait, oui, oui, tu as raison que
Donc, il y a comme plusieurs choses à garder en tête, là. La première, c'est on s'intéresse à l'effet d'une variable, puis l'effet de cette variable-là peut être modéré ou modifié par une autre. Et ça, c'est l'effet d'interaction traditionnel. Et donc, pour ça, ben, c'est sûr qu'il va falloir que tu rapportes plusieurs chiffres parce que tu as comme l'effet de ma variable quand, je sais pas, pour un homme, l'effet de ma variable pour une femme, mettons. OK? Donc, c'est sûr que tu es obligé de rapporter les deux chiffres. Et après ça, peut-être les comparer. Donc, ça, c'est pas un problème, là. C'est juste, ça fait partie de la situation. C'est ça la modération, c'est ça la modification. C'est ça qu'il faut faire. La complication, c'est comme dans certains modèles, comme les modèles GLM, comme les modèles logistiques là, qu'on a fait tout à l'heure, l'effet peut varier de non seulement à cause de la modération, à cause de notre interaction, mais aussi à partir de où on se situe dans les autres variables. Donc, je disais tout à l'heure dans mon modèle de régression que l'effet est plus fort chez ceux qui sont longs ou short, mais ça peut dépendre aussi de l'âge. Et là, effectivement, comme l'espace est multidimensionnel, puis ça devient plus compliqué à rapporter comme résultat. Ceci étant dit, le workflow que je propose dans le livre Marginal Effects puis dans la présentation, c'est un workflow qui est en tout cas une prétention quasi universelle, là. Fait qu'en fait, les choses que j'ai présentées ici, c'est juste une application des mêmes processus, des mêmes types de tests d'hypothèse que tu ferais dans un modèle avec ou sans les interactions. Fait que dans le fond, l'endroit où tu devrais commencer, si ça t'intéresse d'y aller comme dans le truc Marginal Effects, c'est d'aller sur marginaleffects.com. Puis là, il y a la section d'abord sur les quantités, ensuite sur les études de cas. Et dans la section sur les études de cas, il y a toute une page sur les interactions. Ça, c'est comme 15 pages de tutoriels sur qu'est-ce qui se passe quand j'ai une interaction entre deux variables binaires. Une binaire, une catégorique. Une binaire, une continue, une catégorique. Ensuite, 3 variables multipliées les unes avec les autres. Comment je fais? Puis là, il y a des exemples pour chacun d'entre eux avec comment est-ce qu'on l'interprète, puis c'est quoi les commandes habituelles. Donc, si je passe à travers tout ça, je pense que ça couvre comme 97% des cas qu'on voit en pratique, là. Et l'exemple, il est dans un modèle de régression logistique, mais ça s'applique à linéaire, ça s'applique à tout ça. Fait que c'est vraiment l'endroit là, où je dirais. OK, merci, je vais explorer ça. Il y a une question dans le chat, Flavie, cette question. Oui, Flavie nous parle du problème avec des petits échantillons. Donc, je ne sais pas si les calculs sont différents dans des situations très spécifiques comme ça. Franchement, il faudrait que j'y pense. Je n'ai pas de ressources. Par rapport à la présence de ressources, là, justement, qui traitent des enjeux de petits nombres dans nos analyses statistiques, c'est pas en lien direct avec la présentation. Donc, je ne veux pas nécessairement faire un lien direct entre les deux, là, mais c'est comme si je ne trouvais pas tout le temps les réponses à mes questions dans mon contexte particulier là, d'analyse de données de santé avec des petits nombres, essayer de faire des prédictions. Donc, c'était plus essayer de voir à travers les gens ici qui ont vraiment connaissance de la statistique, voir si vous connaissez des ressources là, ou des livres que je pourrais peut-être regarder parce que mes recherches n'ont pas été fructueuses jusqu'à maintenant. Mais merci beaucoup pour la présentation. En fait, ma réaction principale, c'est que c'est pas nécessairement surprenant qu'il n'y ait pas tant de choses dédiées spécifiquement aux échantillons parce que les enjeux, bon, on peut les voir comme différents, mais en fait, c'est la taille de l'échantillon, c'est un continuum, hein. Et les mêmes intuitions qu'on a à différents points de ce continuum s'appliquent, je pense, aux petits échantillons. Donc, c'est quoi les conséquences des petits échantillons? Ben, la première conséquence, c'est qu'on n'aura pas de pouvoir statistique. Le pouvoir statistique, c'est quoi? C'est notre capacité à rejeter les hypothèses nulles. Donc, quand on a un petit échantillon, ben, notre erreur type va être très grande, nos intervalles de confiance vont être très grands et en général, on ne pourra simplement pas rejeter l'hypothèse nulle. On ne pourra pas avoir de vraiment conclusion très, très satisfaisante ou claire que, bon, il y a un effet ici. Ça, c'est malheureux, mais c'est comme la vie. Je veux dire, à un moment donné, quand on a un petit échantillon, j'ai vu, moi, je suis en sciences politiques, là, puis il y a des gens qui parlent de trucs qui s'appellent QCA, là, puis eux autres, ils se sont vraiment vendus beaucoup sur les petits échantillons. Mais au final, un petit échantillon, c'est quoi? C'est pas suffisamment d'informations. Enfin, quand on n'a pas suffisamment d'informations, ben la vraie solution, c'est malheureusement de rester un peu humble par rapport à ce que nos données peuvent nous dire.
La plupart du temps, on n'arrivera pas à rejeter l'hypothèse nulle, puis c'est juste ça que les données peuvent permettre de faire comme conclusion. Fait que c'est quoi les autres solutions? Ben, en fait, c'est de penser dans le même cadre que les statistiques classiques, c'est-à-dire, bon, OK, j'ai un petit échantillon. Quels sont les autres déterminants du pouvoir statistique au-delà de l'échantillon? Ben, il y en a deux essentiellement. Ben, trois gros déterminants. La première, c'est la taille de mon échantillon. La deuxième, la taille de l'effet que j'estime. Si j'estime un gros effet, ben, j'ai un petit échantillon, c'est pas si grave, je vais quand même être capable de le détecter, l'effet, parce que l'effet est très gros. Donc, si la taille de l'effet est importante, ben, c'est important que je ne me pose pas des questions super nuancées sur des petites différences entre des groupes. Si j'essaie de découvrir des petites différences entre deux groupes, je ne vais pas être capable de le faire avec un petit échantillon. C'est juste une vérité de la vie. Il faut que je l'accepte et que je sois prudent. Fait que ça, c'est la première chose. Donc, se concentrer sur les plus gros effets. Ensuite, avoir des meilleures mesures, parce que si on a des meilleures mesures, ben, ça nous donne plus de variations dans notre banque de données, puis ça augmente notre pouvoir statistique. Et puis, la dernière chose qui est importante pour le pouvoir statistique, c'est la spécification de notre modèle. Donc, juste pour vous donner une idée, là, il y a un blog de Andrew Gellman qui est très populaire. Là, il y a plein de gens qui l'ont visité, qui suggère que un modèle avec un modèle simple avec juste une différence de moyenne versus un modèle avec une interaction, okay, juste le traitement avec quelque chose d'autre, ben, le modèle avec les interactions a besoin de 16 fois plus d'observations. Okay? Donc, juste avec une interaction. Fait, quand on insère des interactions, ça réduit notre pouvoir statistique de façon drastique. C'est comme si on avait un échantillon qui était 16 fois plus petit juste parce qu'on a mis une interaction dans notre modèle. Et ça, c'est dans un cas très simple, mais même dans les modèles compliqués, c'est le cas aussi. Et donc, la réalité, c'est que dans un petit échantillon, c'est vraiment difficile de trouver des conclusions. C'est comme une réalité déprimante parce que moi aussi, j'en ai des petits échantillons, puis ça me fait chier. Là. Mais c'est comme la vie. Fait que je suis désolé, Flavie, là, j'ai pas de solution, là, mais c'est la vie. Ben, ça répond en partie, mais là, je suis comme un peu rassurée de savoir qu'il n'y a pas des ressources que je connais pas et que je passe à côté depuis 2, 3 ans. Ça me rassure un petit peu. Merci beaucoup. Flavie, je veux juste te donner une petite anecdote sur, je pense que c'est paru dans Science. Il montrait l'effet du soleil sur le vieillissement de la peau Ils ont pris un camionneur qui était toujours exposé. Une partie de sa figure était toujours exposée au soleil, puis tu voyais comme tout le vieillissement de la peau juste d'un côté, puis de l'autre côté, c'était jeune. Non, mais juste c'était pour faire un clin d'œil à Vincent là, sur la taille d'effet. Des fois, ça prend juste un cas, puis tu n'as pas besoin d'un statistique. Ouais, ben exactement. C'est un bon. Ouais, je pense que je vais l'utiliser cet exemple. Parce que je me rappelle en fait de cette photo-là. Elle était assez extraordinaire. Là. Il y avait comme un beau portrait du gars. Mm. Bon, ben, il faut terminer. On a dépassé de 10 minutes l'heure de fin. Hey, merci beaucoup, Vincent. C'était vraiment très intéressant. Donc, allez visiter comme Marginal Effects, puis allez visiter aussi les pages de Vincent. Là, il y a plein de belles affaires. Puis, donc, c'était le deuxième aussi webinaire du prix CRISA. Il va en avoir d'autres dans les prochains mois, puis on va vous tenir au courant là, de nos activités. Donc, merci beaucoup. Merci aussi à Félix. Salut. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Salut. Salut. On va arrêter l'enregistrement.